Ena Sahar Bachiri Kharat. Je dirige Magazine Managers. Donc un magazine business qui est très centré sur l'entrepreneuriat. On a aussi, depuis 2015, le magazine fait un programme pour les femmes entrepreneurs. Donc ça s'appelle Femmes entrepreneurs de Tunisie. C'est des trophées. On essaie de valoriser un petit peu les femmes entrepreneurs. Donc il y a un appel à candidature, les femmes sont sélectionnées, elles pitchent, et après les lauréats, bien sûr, on leur offre une visibilité et un prix et de l'accompagnement. On fait aussi, le programme n'est pas que un prix, mais il y a aussi beaucoup de formations, il y a de l'accompagnement. On va beaucoup dans les régions, on rencontre les femmes entrepreneurs dans les régions et on offre des formations en fonction de leurs besoins. Et voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Par ailleurs, je suis aussi enseignante à l'IHEC. Donc, la thématique que j'ai choisie aujourd'hui, en fait, quelle est la différence qui fait la différence? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'une femme entrepreneur réussit? C'est-à-dire, quelle est la différence qui fait le succès? D'accord? Avant de commencer, le début, il y a juste une petite présentation de tout le monde, juste les profils internes. Est-ce que vous êtes plutôt dans la vie active? Non? Est-ce que vous avez commencé avec un projet, ou là vous avez l'intention de commencer un projet? Enfin, celles qui veulent partager, allez-y. Je suis Ilham Taïb, je suis résidente en médecine spécialisée en oncologie. Maintenant, je suis en cours dans le domaine de recherche et je viens de commencer. Et je suis inscrite au concours de LNT Inspire, de recherche. C'est de là où j'ai eu le déclic et dit médecin et entrepreneur, ça existe. Bonjour, je m'appelle Loué. Je suis étudiante de deuxième année prépa manal. J'ai l'impression que je suis plus étudiante quand on dit des informations Bonjour, Zaini Firdaus, je suis community manager dans un cabinet de consulting international. Et Inch'Allah, je vais faire mes propres créations. Bonjour, je suis Elenia Marsouji, étudiante en deuxième année master marketing, entrepreneuriat et innovation à IET Bizerte. Taqwa Smidi, étudiante en première année cycle d'ingénieur électronique embarqué. Juste à venir l'idée, j'ai l'idée un projet. اسمي نمية المدير، عندي ماركة تاع فيتمون ارتيزانال بوبليسيتي اسمها جيزيا فاشن، وعندي الشوروم تاعي في ميدجوال فيل اون فاس كلينيك الامان، وحديت كافي كولتوريل. عملت كافي كولتوريل معناتها جو بريزونت فيها لي ليفر، عندنا ان كلوب دو شون، عندي كلوب دو برودري ارتستيك. فوالا، وفي الشوروم اون اتو عندنا فلاحه زاده، عندي البرودوي دو تيروار، عندي العسل، عندي خل تفاح نصنع فيه احمر، وعندنا السمن. بون عندنا لي اكسسوار، لي تابلو، كل شيء معناتها كل شيء. وانا ما عنديش برشا ملي بديت، وماذا بيا نزيد نطور نفسي اكثر ونتعرف على العباد ونشوف. ميرسي. Bonjour, je m'appelle Sameh Loudaïf, étudiante à
les SG vertes, M2, كيف marketing, entrepreneuriat et innovation. Bon, j'ai été intéressée بالموضوع هذايا. En plus, on a un événement le 30 novembre في الفاك نتاعنا باش نحكيو على التيماتيك هذايا على l'entrepreneuriat féminin. Voilà, merci. مرحبا بكم الناس الكل. كان ناخذوا لو ديرني رابور مازال كي خرج نتاع سمارت كابيتال. تعرفوا شنو هي سمارت كابيتال un petit peu, c'est l'institution publique qui gère tout l'écosystème entrepreneurial في تونس, enfin le système entrepreneurial et d'innovation, من l'accompagnement jusqu'au financement. Ben, donc, si on voit un petit peu les statistiques de 2021, les startups qui ont été créées que par des femmes, même en tant que cofondatrices, c'est beaucoup plus, mais que par des femmes, 2%, seulement 2% des startups ont été créées uniquement par des femmes. 34%, il y a des femmes parmi les cofondatrices, mais on verra que leur part dans le capital n'est pas énorme. D'accord? Ben, parmi les fondateurs de start-up Fitounes, le 1/5 sont des femmes. Seulement le 1/5 des fondateurs sont femmes. Et parmi les cofondatrices, elles sont à peu près 34% des startups sont cofondées par des femmes. 28% منهم انكحوا, عندهم أكثر من 49%, 50% disons, du capital, معناها la majorité. 34% منهم عندهم أقل من 20% من capital. Donc elles n'ont pas réellement une position de, enfin, la décision. Quand on a 20%, on n'a même pas la minorité de blocage. Donc ça, c'est un petit peu qu'aujourd'hui, la situation des femmes dans l'écosystème start-up en Tunisie. Les revenus générés par toutes les start-up, c'est 120 millions de dinars, donc 1 milliard de livres. Il y a 2% de femmes. Il y a 2% de femmes qui sont cofondées. Et les 2% il y a 4,23 milliards. Elles font 4% du chiffre d'affaires. Ça veut dire que les femmes sont efficientes. Et par contre, 86% des femmes entrepreneurs n'ont pas réalisé de levée de fonds. N'ont pas levé des fonds. J'ai un chiffre d'affaires, mais elles ne lèvent pas des fonds. Et ça, c'est mondial. Quand je vois un petit peu les VC dans le monde, 4% des fonds levés dans le monde par des VC sont levés par des femmes. Et donc, le montant des levées de fonds qui ont été réalisées par des femmes en 2021, c'est 1% du total des levées de fonds. C'est 0,4 millions de dinars. C'est-à-dire 2% des startups sont fondées exclusivement par des femmes, et les 2% il y a 4%. Le chiffre d'affaires généré par toutes les startups, où elles ont levé 1% de ce que toutes les startups ont levé. C'est-à-dire les femmes. Elles ramènent du chiffre, mais elles ont du mal à lever des fonds. C'est clair? Enfin, quelqu'un qui... Oui? Alors? Je voulais savoir les causes. C'est ce qu'on va voir. Ça s'appelle l'intérêt de ce sujet. Donc, réellement, c'est pour ça qu'on pose la problématique de l'entrepreneuriat féminin. C'est parce que le monde de l'investissement, le monde entrepreneurial est encore très masculin. Alors, vous m'avez permis
de faire la transition. Pourquoi? Ben, si on revient un petit peu à ce qui a été fait avant, donc depuis les années 70, il y a une étude qui a été faite par deux psychologues qui s'appellent Pauline Clance et Suzanne Imes, et elles ont fait une enquête sur 150 femmes qui sont un petit peu dans les postes les plus prestigieux. Et ces femmes-là, voilà ce qu'elles ont dit. Elles ont dit qu'elles ne considèrent pas qu'elles avaient réussi professionnellement. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas conscientes de leur réussite professionnelle, et qu'elle expliquait ceci par c'était de la chance, que les conditions étaient favorables. Donc, elle n'était pas consciente que ça revenait des mérites. Et c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est ce syndrome de l'imposteur qui mine un petit peu la femme de l'intérieur. C'est avant tout une question d'estime de soi. Tout ce qui est culturel, parce qu'on est quand même dans une culture patriarcale, ou une société plutôt patriarcale. C'est la maman un petit peu qui reste, qui s'occupe du moins du foyer, même si elle ne s'occupe pas du foyer, inconsciemment, la responsabilité des enfants, elle revient à elle. Bon, c'est quelque chose que vous pouvez voir peut-être dans certaines régions beaucoup plus que dans d'autres, mais ça existe et ça pèse. Et le soutien de l'entourage, le fait d'avoir un entourage qui croit que voilà, une carrière c'est aussi légitime pour une femme, pour un homme, que les deux ont des ambitions, que c'est quand même important parce que ça donne un certain confort psychologique. Il a besoin de se battre pour exister. Bon, mais là, c'est d'autres considérations, et de toutes les manières, on ne peut pas jouer sur ça. Et ma devise, on se concentre sur une marge de manœuvre. Par contre, une femme peut travailler d'accord? Et donc ça, c'est lorsqu'on avait commencé à parler de ce syndrome de l'imposteur. Une dernière étude a été un cabinet de conseil KPMG l'année dernière, les assises de la parité, et ils ont conclu que 75% des femmes interrogées étaient frappées encore par ce syndrome de l'imposteur, alors que pour les hommes, c'est que 50%. D'accord? Donc, maintenant, il y a d'autres manières auxquelles c'est pas le but aujourd'hui de dire les pourquoi, mais pourquoi que les femmes ont tendance à lever beaucoup moins de fonds, pourquoi que les femmes, les montants qu'elles demandent, les levées de fonds, sont inférieurs à ce que demandent les hommes. Ça aussi, il y a des explications. Mais aujourd'hui, je veux qu'on soit positif. Je veux qu'on aille beaucoup plus dans une direction. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change? Et de qui on peut être inspiré? Et c'est le travail que j'ai fait pour vous. Donc, il y a une autre étude qui a été faite aussi l'année dernière, enfin non l'année dernière, cette année par BPI France. Alors BPI France, c'est le bras financier de l'écosystème entrepreneurial en France. On regarde les aides, l'accompagnement, c'est un petit peu le fonds des fonds et Smart Capital et il a complètement changé tout. Il a hissé complètement l'écosystème entrepreneurial en France les 10 dernières années. Alors, en mars 2022, à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme, ils ont publié une étude
c'est ce qu'ils ont appelé l'indice entrepreneurial cas français. Et l'étude, elle était entrepreneuriat et genre. Et ce qui a été, que j'ai pris que l'élément qui nous intéresse aujourd'hui, en essayant de comparer dans cette étude-là la différence entre l'attitude entrepreneuriale des femmes et des hommes. Les femmes quand elles entreprennent et les hommes quand ils entreprennent. Et ce qu'ils ont trouvé. D'abord, les femmes entreprennent pour réaliser un rêve. Le chiffre des femmes qui parlent de rêve était de 26%. Il est de 17% que les hommes. Quand on leur pose la question, quelle est votre motivation? J'ai un rêve. C'est quelque chose que je retrouve énormément quand je fais les interviews avec les lauréats du programme Femmes Entrepreneurs de Tunisie. La majorité des lauréats de cette année, elles me disaient, dès que j'étais jeune, je rêvais de ça. Il y en a une qui m'avait raconté que quand elle avait 8 ans, puis Monoprix, ses parents, ils ont fait les courses, et elle a trouvé ça. Bon, qui est un prince par ailleurs. Et quand elle a lu, et dans cette histoire, il avait décrit donc comment il a fait, quel est le processus pour qu'il a développé la fortune et quel est le travail qu'il avait fait sur lui-même pour qu'il rentre dans un petit peu dans cette attitude entrepreneuriale. Et elle m'a dit, depuis, je l'ai lu pratiquement à 20 mara. Même quand j'ai commencé mon projet, à chaque fois que j'avais une difficulté, elle garde encore. Aujourd'hui, c'est une jeune femme qui a 28 ans, elle a 27 ans, et elle garde son histoire de 8 ans, et elle se dit, le jour où elle a lu, et c'est ce qui est resté en elle. Donc elle avait un rêve qu'elle traînait depuis son enfance. Le deuxième output de cette étude, c'est que les femmes sont rattachées à leurs valeurs. Quand elles font une activité et ils la veulent conforme à leurs valeurs. C'est-à-dire, elles cherchent, que les gens qui ont fait un petit peu de développement personnel, qu'elles le savent, plus on exerce une activité qui nourrit une valeur chez nous, et plus on va être aligné, et plus on va être efficace, et plus on va être engagé dans ce qu'on fait. Et on va être dans une position de sérénité. Et le troisième insight de l'étude de BPI France, c'est que la dernière motivation chez les femmes entrepreneurs, c'est l'enjeu financier. C'est important, l'enjeu est là, mais ce n'est pas le plus haut de mes motivations. J'ai d'autres motivations. La première, c'était j'ai un rêve, il faut que ça soit conforme à mes valeurs, et après, bien évidemment, il y a l'aspect financier. Donc, ça donne un petit peu une caractéristique, des caractéristiques de comment les femmes entreprennent. Et là, c'est réellement conforme quand on transpose ça à ce que un grand PNListe qui s'appelle Robert Dilts, et c'est un coach PNL qui a pratiquement coaché et modélisé tous les entrepreneurs de la Silicon Valley. Et il
elle a écrit un livre qui s'appelle « Les entrepreneurs, nouvelle génération ». Et dans ce livre-là, il parle de cette nouvelle génération d'entrepreneurs et il dit qu'ils sont portés par un rêve. Alors, les femmes incarnent bien et incarnent réellement cette nouvelle génération d'entrepreneurs, c'est-à-dire des entrepreneurs qui donnent du sens au projet qu'ils entreprennent, voilà, qu'ils mettent en place. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir un rêve, concrètement? C'est-à-dire être passionné par quelque chose autre que l'argent. C'est une activité اللي تعملها même si مش يخلصوا فيها، حتى كان ما يخلصوكش فيها مش نجي نقول لك اجا من عشان انت تحب لي زيتود تخدم، نقول لك اجا اعمل معايا étude je sais pas sur le changement du climat ولا انت مغرومه بالenvironnement. Mais c'est même si مش باش تخلص عليها mais vous allez avoir du plaisir à travailler sur ça parce que ça vous passionne. Et ces entrepreneurs-là, donc qui ont un rêve, ils vont vouloir apporter la différence. Ils veulent vouloir donc donner une contribution positive dans ce monde. Et là, par exemple, si on voit Elon Musk qui disait que ce qu'il voulait dès le départ, c'était offrir un monde meilleur. C'est ce qui le motivait. Donc, il veut laisser son empreinte en améliorant le monde. Ils veulent offrir quelque chose de nouveau, quelque chose d'innovant, quelque chose qui améliore l'usage, qui réduit le coût et bien évidemment un projet qui soit rentable et qui soit viable. Donc, c'est cette attitude-là de ces entrepreneurs à quelle nouvelle à quelle génération qui va faire que à travers ce projet ce qu'ils cherchent c'est que il se développe, elle se développe et elle développe avec elle les équipes qui sont avec elle. Elles sont conscientes qu'elles ne peuvent pas se développer sans faire adhérer et développer les équipes et les cadres. Et tout ceci, c'est pour créer un monde meilleur. Pourquoi créer un monde meilleur? Ce n'est pas des évangélistes. Elles créent un monde meilleur, c'est parce qu'elles savent qu'en retour, elles vont récolter des bénéfices. Et ça, je peux vous assurer que toutes les femmes entrepreneurs, je ne dis pas toutes, je dis la majorité des femmes entrepreneurs que j'ai rencontrées, que j'ai interviewées, elles insistent énormément sur l'impact. C'est leur plus grande motivation. Il y a une dernière lauréate de l'agriculture, elle fait de la spiruline, Basma Bakouche. Donc elle disait, mon plus grand bonheur, et elle vient de la région où est de Salah Bardacheba. Et dans cette région, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Donc, quand on a lancé, je suis le porte-drapeau de cette région et que j'ai amélioré la vie des gens qui sont autour de moi. Et elle a fait genre de c'est des visites pour que les familles qu'elles viennent, ou les écoliers, ils viennent, ils rendent visite, mais souvent qu'ils font à fabrique. Et là, donc, donc elle a créé une dynamique autour d'elle. Et le fait qu'on parle de sa région et qu'elle représente sa région, c'est une fierté énorme. Donc elles sont réellement boostées par cet impact qu'elles ont sur leur communauté, sur leur famille, sur leur communauté, sur leur région. Et c'est une force de motivation énorme. Et elles savent qu'elles vont en retour en récolter des bénéfices. Alors, donc ça c'est un petit peu ce que les études
on dit, pourquoi on parle à des femmes entrepreneurs, qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui? C'est le fait qu'elles soient portées par un rêve, par une recherche de sens, par une recherche d'impact. Et ce que j'ai fait pour vous, parce que par ailleurs je suis praticienne PNL, et dans la PNL on modélise les facteurs de succès, et donc dont la méthode de Robert Dilts. Donc j'étais voir une femme entrepreneur qui a réussi en Tunisie. C'est le chef d'entreprise. Je peux dire son nom parce qu'elle m'a autorisé à le faire. C'est Kamouné Aline Belhalim, donc qui gère la Badira. Beaucoup d'hôtels, mais elle est plus connue par rapport à ça, qui est très active dans la société civile. Et j'ai fait cet exercice avec elle pour voir quels sont les facteurs de succès qui ont fait que cette femme a réussi. Et c'était pour le partager avec vous. Donc la démarche, je vous explique un petit peu comment on fait ce travail. On voit la personne et on retravaille avec elle 3 expériences de sa vie où elle a été performante, où elle a réussi, où elle a concrétisé un objectif, et on lui pose une série on décortique, c'est-à-dire il y a une certaine qu'elle démarre sur les 4 phases. Donc il y a le déclencheur, il y a après la préparation, le déroulement, et après la concrétisation. Et à chaque fois, il y a toute une série de questions. Et après, nous, on essaye de faire le travail de synthèse et de voir qu'est-ce qu'il y a en commun entre toutes ces expériences-là qui ont fait que cette femme a réussi. Donc cette femme, elle m'a raconté une expérience de sa vie privée, une expérience de sa vie professionnelle. Donc quand son père il est décédé, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas du tout d'expérience, qu'elle venait de sortir d'école et qu'elle a dû donc s'engager ou pas, mais elle s'est engagée dans la construction d'un hôtel en 97, et une expérience dans son engagement dans la société civile. Et le travail était de voir quels sont les points en commun entre ces 3 expériences qui ont fait que cette femme a réussi. Et vous allez voir que ça va être réellement en relation avec tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc le déclencheur, qu'est-ce qui déclenche qu'elle va entreprendre? Qu'est-ce qui déclenche qu'elle va elle se projette dans l'action? Donc c'est toujours un sens du devoir qui est très prononcé. Et le sens du devoir ça rejoint une valeur chez elle qui est la responsabilité. Elle se sent responsable de son couple, de la viabilité de son couple, elle la prend en charge elle, de sa famille, de son business, de son pays. Donc tout système, elle appartient fille. Elle se sent responsable fille, et du coup elle développe un rôle de leadership dans ce système-là. Elle sait identifier le challenge et l'opportunité. Quand il y a une opportunité, il y a une conscience. Il y a une conscience de l'opportunité. Et être dans cet état de conscience, c'est pas facile. Être dans cet état de conscience, ça veut dire avoir la capacité de prendre du recul à l'instant T et de dire j'y vais ou je n'y vais pas, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça m'apporte pas, quels sont les inconvénients, est-ce écologique pour moi? Et là, c'est cette capacité qu'elle avait eue qu'à chaque fois, donc il y a un état de conscience qui permet de mesurer l'enjeu, et elle ne recule jamais devant le challenge. Et je peux vous assurer des challenges de très très haut niveau. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne recule jamais
devant le challenge. Une énorme confiance en elle. Une énorme confiance en elle. C'est-à-dire, je dirais même, elle a une représentation très haute d'elle-même. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très important de se dire à soi-même, oui, je suis capable de le faire. Je peux le faire. Être en confiance de ses capacités, c'est une croyance qui est très aidante. Et ça vient, c'est tout à fait le contraire du syndrome de l'imposteur. Je peux le faire parce que j'ai des ressources en moi. Juste pour نعطيكم un exemple. وقت بدات تحكي معايا قالت لي كنت الاولى في الليسي كنت باهيه في الفيلو وفي المات et j'étais parmi les rares personnes باهيه à la fois في المات وفي الفيلو. On peut oublier quand on a 50 et quelques ans احنا شنو كنا في الباهين في المات ولا الاولى انا كتسالني mais de s'accrocher à ces petites réussites, d'ancrer ces petites réussites en soi, de se rappeler ça tout le temps, c'est ce qui forge la confiance en soi et c'est ce qui forge ces croyances aidantes et qui sont une énorme ressource interne. Et tous les petits succès, tous les petits succès, je me rappelle que j'ai réussi en ça et en ça et en ça. Elle me parle d'une autre, une femme maintenant qui a réalisé 36 000 choses. Qu'aujourd'hui, c'est pratiquement, elle est leader dans son secteur. Elle est la présidente de la TUJ. Elle a fait énormément de projets après. Et elle me parle de sa note de philo qui est fait le bac. Pour vous dire l'importance qu'on donne au succès, aux petits succès qu'on réalise tous les jours, je peux faire le choix de ne pas le voir, le succès, et de me concentrer sur ce qui n'a pas marché. Et je m'inhibe. Et là, je suis dans les croyances limitantes. Le choix, par contre, de dire j'ai réussi à faire un gâteau, et je l'ai fait très très bien. Et les ressources qui m'ont permis de faire ce gâteau vont permettre de faire autre chose. Ces ressources sont en moi. La force est en moi. Et s'accrocher à ces succès. Et c'est ce qui donne, c'est ce qui booste la confiance en vous. Et rien ne vaut ça. Rien ne vaut, oui, je suis capable, on a mes rouhis, on va attendre les difficultés, on va les gérer une à une. Dans la phase de préparation, ce qui caractérisait cette femme, c'est une énorme capacité à planifier et à anticiper. Autant il y a, elle s'emporte, elle s'engage avec des ressources, voilà, ce qu'on appelle un état interne très enthousiasmant et très positif, mais il y a un rationnel aussi. Ça y est, 5 minutes, il y a un rationnel derrière qui est important. Il n'y a que de l'enthousiasme. Non, il y a une capacité de planification énorme. Même ses vacances en famille, ses enfants, son mari sont planifiés juste le détail. Tout est, ce qu'elle me dit, je laisse rien au hasard. Rien au hasard. J'essaie de réfléchir en tout. Il y a une capacité aussi à travailler. C'est une dame qui a, alors on peut pas faire, on peut pas monter un projet si on n'a pas une capacité à l'effort. Donc ce qu'elle me disait, c'est que l'outil, parce qu'elle n'avait pas du tout de budget, qu'elle passait toutes ses nuits à les fichiers Excel les devis pour qu'elle minimise les coûts ou pour qu'elle puisse honorer l'engagement qu'elle a fait à la banque. Donc elle à 8 heures, elle est sur chantier. Mais elle, je vous dis quelque chose de mon expérience.
personnel. Elle a dit ma carrière quand de 8h30 à 13h, je suis lessivée, je suis morte, il me faut 20 minutes de sieste, parce que tu donnes beaucoup de toi-même. Et même quand je faisais de la recherche, je dis à partir de 16h, voilà, de 16h30. Quand j'ai commencé mon expérience chez Managers, وليت وصلت نعمل دي nuits blanches في البوغلاج تاع المagazine نمشي à 8h ونقري نخرج ماني ساعة ونص نرجع للمagazine نكمل الجريدة معناها pour vous dire que راهو ne vous dites pas je n'ai pas une capacité de travailler, je ne peux pas, je me fatigue. Non, c'est la passion. C'est la passion, et c'est là ce que je vous ai dit, il faut que l'activité vous parle indépendamment de l'argent. C'est la passion qui va vous donner l'énergie. Et cette femme, ce qui est magnifique chez elle, et ce qui lui donne cette énergie-là, c'est qu'elle a cette passion, bien évidemment, mais elle a une vision. Elle a une vision, elle se voit en haut elle se voit en haut du podium à améliorer la vie des gens. Elle a passé 2 ans à sillonner la Tunisie. Pourquoi? Pour elle disait, mon pays maintenant a la chance d'être dans un petit cercle de pays démocratiques, je veux qu'il brille dans le monde. Donc là, c'est une vision. Et elle veut que son pays, il brille. Pour elle, son hôtel, c'est un petit peu aussi faire briller son pays. Donc elle a une valeur patriotique qui est très élevée et elle construit sur ça. Donc ce qu'elle fait est rapporté à sa valeur et à sa vision. Et pour elle, elle veut que son pays brille auprès des autres pays. Et c'est ça qui donne l'énergie. C'est ça qui donne, c'est le fait de, quand Robert dit, ce qu'il dit, la passion c'est à l'intérieur. C'est ce que je ressens. C'est que quelle est l'activité qui me donne du plaisir? Qu'est-ce que j'aime faire? Est-ce que j'aime aider les gens? Est-ce que j'aime faire de la cuisine? Est-ce que j'aime faire de la peinture? Et je construis mon activité autour de ça. Et après, quel est le monde que je rêve? Et là, quand je vais être portée par cette passion qui est interne, et ma vision, c'est ma manière de voir le monde, je vais avoir toutes les ressources et je vais pouvoir mobiliser toutes les ressources autour de moi pour atteindre mon objectif. Je ne vais plus sentir la fatigue, je ne vais plus sentir l'envie de dormir, je ne vais plus sentir la maladie parce que j'ai quelque chose en moi qui me porte, j'ai de l'adrénaline qui me porte et j'arrête pas de vous dire, je vais arrêter. Vraiment, si j'ai quelque chose à dire pour vous et ce que j'ai dit à mes filles et à mon fils tous les jours, vraiment, soyez conscientes de tous les petits succès, de toutes les petites réalisations que vous faites. Et dites-vous que j'ai réalisé ça et j'ai pu réaliser ça parce que j'ai des ressources en moi. J'ai une zone d'excellence que je veux visiter tous les jours. Et plus vous allez la visiter, cette zone d'excellence, et plus vous allez nourrir vos ressources internes pour aller de l'avant. Et merci à vous pour votre écoute. Bravo, hein? Très ponctuel.